Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la KTM Super Aventure 1290 T de 2015. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai de nouveau la chance d'avoir un abonné qui s'est déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel pour me prêter cette machine qui est plutôt rare, il faut l'avouer. Alors si vous suivez régulièrement mes tests, vous avez vu déjà plusieurs fois des tests de machines équipées du fameux moteur 1290 de chez KTM, et j'ai déjà eu la chance de tester la 1290 Super Aventure, mais si je me souviens bien, c'était un modèle S de 2019. Là aujourd'hui, on est sur un modèle un petit peu plus ancien, un modèle de 2015, je crois même que c'est une des années où ce modèle a été introduit, et on est sur une finition appelée T. C'est d'ailleurs une finition qui n'existe plus sur le modèle actuel en 2021. Maintenant, sur la Super Aventure, vous avez la version S, qui on va dire la version la plus standard, et la version R, qui elle est équipée un peu plus pour le tout-terrain. Et à l'époque, en 2015, cette 1290 Super Aventure était avec cette finition T pour très certainement touring. On est sur une machine qui est encore plus grosse, encore plus équipée. Au niveau du style, cette moto est très similaire bien sûr à toutes les autres 1290 Super Aventure, mais elle est encore plus large car cette version est équipée d'un réservoir de 30 litres et c'est une des caractéristiques principales de cette machine, hein, le côté touring. Et aussi cette version T était vendue exclusivement dans ce coloris en blanc, ce que je trouve vraiment sympa. Ça doit être clairement la couleur que je préfère sur cette gamme de 1290. Cette moto bien sûr est équipée du moteur bicylindre en VLC8. C'est un moteur bien sûr moderne, à refroidissement liquide, alimenté par injection et dérivé de ce qu'il y avait à l'époque sur la Super Duke 1290. Sauf que sur la Super Duke, ce moteur développe 180 chevaux et sur cette Super Aventure, il n'en fait plus que 160. Aujourd'hui, j'ai en plus la chance de tester une machine qui a été parfaitement entretenue au cours de sa vie et qui est restée globalement d'origine. On a quelques petits accessoires esthétiques comme des pièces en aluminium siglées KTM, mais pour le reste, tout ce que vous voyez était bien présent d'origine sur la machine. Et comme je vous disais, cette version T était vraiment super équipée à l'époque. On voit que dans les carénages, en dessous du réservoir, on a des projecteurs qui permettent d'éclairer en fonction de votre direction dans les virages. Ça, c'était d'origine, hein. On a une bulle super haute, on a différents modes d'injection, cartographie moteur, on a bien sûr toute la sécurité moderne avec le traction control, tout ça. Franchement, en 2015, cette machine se voulait vraiment une référence en termes d'équipement, surtout dans cette version. Au niveau de la prise en main, cette machine est surprenante car clairement d'un gabarit énorme, elle est aussi lourde et c'est même la plus lourde des 1290 vu qu'elle est donnée à 250 kg tout plein fait. Ça c'est dû à son équipement supplémentaire et aussi au réservoir plus gros, mais elle reste relativement facile à prendre en main. La position est bien sûr parfaitement droite, on est comme sur les autres trails, on est très bien, le guidon est extrêmement large, on a un très bon bras de levier, mais par contre vu que le réservoir est encore plus large, là on a les jambes complètement écartées et forcément la moto est un peu haute. Là vous voyez, je m'arrête, je touche difficilement d'un seul pied, je ne peux pas mettre les deux pieds au sol. Malgré son gabarit, la moto reste très maniable, hein. On sent qu'elle est lourde, mais au final, quand on se déplace même à faible allure, elle est très vite en équilibre, elle est vraiment facile. C'est une caractéristique assez présente sur l'ensemble des machines tout-terrain de chez KTM. Elles sont vraiment très bien équilibrées et celle-ci ne fait pas exception. Comme je vous le disais, la position est très droite sur cette machine, et donc ça me permet bien sûr de prendre les infos autour de moi sans aucune difficulté. Et en plus, on a les deux rétros d'origine qui sont très sur l'extérieur, ils sont plus sur l'extérieur que le guidon, donc on voit très bien, je vois à peine mes épaules, c'est vraiment top pour la prise d'infos.
Aujourd'hui, je fais le test en plein mois de novembre, donc forcément, il fait pas très chaud. Et pourtant, on est très bien sur cette machine, car elle est équipée d'origine, sur cette version T, de poignées chauffantes et aussi de selles chauffantes, aussi bien pour vous que pour le passager. Et en plus, on a aussi d'origine les protèges poignées qui dévient le vent. Donc avec ces protèges poignées plus les poignées chauffantes, franchement, on n'a aucun problème. Même aujourd'hui avec mes petits gants d'été, j'ai pas froid aux mains. Allez, on va accélérer un petit peu. Alors on retrouve cette sonorité un petit peu rauque de bicylindre en V de grosse cylindrée. Mais j'avoue qu'avec cet échappement d'origine, on n'a pas non plus le côté exubérant que pourrait avoir par exemple une Ducati de la même époque. Ça reste bien plus standard. Mais on n'est pas non plus au côté feutré qu'on aurait sur une machine équivalente avec la norme Euro 5. Cette machine est aussi équipée d'origine d'une grande bulle qui est réglable. C'est un réglage manuel, vous n'avez pas de système électrique sur celle-ci. Actuellement, on est sur la position la plus haute et en roulant à 70-80, j'ai pas d'air du tout qui arrive sur mon casque. Donc une fois de plus, ça participe vraiment au confort. J'arrive maintenant dans le petit virage à basse vitesse que je prends à chaque fois. Donc là, je suis en deuxième. Je chope un peu l'embrayage parce que forcément c'est un bicylindre en V, donc en dessous des 2000 tours, il montre un petit peu de rugosité, dirons-nous, mais ça reste quand même très très bon pour un bicylindre en V de cette cylindrée. Le moteur, vous pouvez voir, là il évolue sur le ralenti, je suis à 20 km/h en deuxième, et c'est très fluide, c'est pas brutal, on peut rouler comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc les amis, comme d'habitude, on va utiliser cette route afin de tester l'accélération. Et comme je vous l'ai dit, c'était une moto déjà à l'époque très très bien équipée au niveau électronique. On a déjà différents modes de conduite. Vous voyez qu'il y a Sport, Street, Rain et Off-Road. Aujourd'hui, vu qu'il ne pleut pas et que je compte pas faire de tout-terrain, on va se concentrer sur Street et Sport. Je vais faire l'accélération une première fois donc en mode street, puis dans l'autre sens en mode sport, afin de voir s'il y a une différence de comportement. Et il y a aussi bien sûr plein d'aides électroniques, le traction control, l'ABS. Et on a aussi différents modes de suspension. Là, je suis sur le mode confort. J'essayerai au fur et à mesure du test de varier les modes d'amortissement afin de voir ce qui est le plus confortable. Allez, on est parti. Je rappelle qu'on est sur un gros bicylindre en V de 1301 cm3 développant 160 chevaux et que la machine est donnée pour 250 kg tout plein fait. Allez, let's go. Eh bien les amis, j'ai pas osé accélérer à fond. Ce qui m'a induit en erreur, c'est la position du shift light. En fait, arrivé à 6500 tours, ça s'allume. Et j'ai cru en fait qu'il fallait que je coupe les gaz, alors qu'en fait j'étais très très loin de la zone maximum. On va utiliser cette route pour faire un petit demi-tour. Donc vous voyez que je touche vraiment du bout d'un seul pied. Si j'essaie de mettre les deux pieds au sol, je touche à peine. Je suis vraiment sur un équilibre précaire. La selle et le réservoir sont beaucoup trop larges. Je signale mon intention de tourner. Je braque à fond. Et là, clairement, on voit que ça va être compliqué pour moi. Je suis trop petit. Le guidon est tellement long qu'il faut absolument que je me penche à mort pour maintenir mes mains dessus. C'est vraiment compliqué. Allez, j'essaie de maintenir la machine en équilibre le plus droit possible pour vérifier l'angle. Là, il faut que je sois vraiment très attentif parce qu'il y a beaucoup de poids qui essaient de me faire tomber. Et forcément, ça sort un petit peu. Donc cette machine n'a pas forcément un angle de braquage très très bon. Je vais maintenant essayer de refaire l'accélération parce que tout à l'heure je l'ai un peu foiré. Let's go! Ouais. Eh ben les amis, c'est assez bizarre ce moteur. Il a des perfs, mais il n'a pas une sonorité dingue. Et en même temps, le contour, il n'a pas de zone rouge.
Et donc vous vous retrouvez avec le rupteur sans vous y attendre. Et quand vous tapez le rupteur, c'est vraiment désagréable. Bon, allez, je réaccélère un petit peu. Ce coup-ci, je vais tester le freinage. Alors, frein arrière, ça freine pas terrible. Frein avant, voilà, le frein avant est pas mal. Sur cette machine, on est équipé en Brembo. Mais clairement, c'est pas les nouveaux Brembo qu'on aurait actuellement, hein. Le freinage est quand même un peu moins bon. Surtout qu'en plus, le levier est réglable en écartement. Mais peu importe le réglage, j'ai toujours un peu de mal à bien le saisir. Et comme souvent chez KTM, vous pouvez voir d'ailleurs que vous avez le frein qui est de chez Brembo pour le levier. Mais l'embrayage, lui, vient de chez Magura. Et c'est un levier d'embrayage hydraulique. Bon les amis, je vais maintenant essayer de refaire l'accélération, ce coup-ci maintenant en mode sport. Mais bon, ne m'en veuillez pas si c'est un peu foiré. J'ai tellement du mal à maintenir l'équilibre à bas régime que pour me lancer, c'est un peu compliqué. Allez, let's go! Ouais, je vois pas une grosse différence entre street et sport. Mais en même temps, vu que j'ai vraiment peur de me bouffer le rupteur sur cette machine, parce que c'est très désagréable, limite à vous faire perdre le contrôle, que j'ai pas non plus totalement accéléré à fond. Bon, je vais rester sur le mode sport sur le reste du test. Allez, un petit rond-point avec cette grosse mémère. Ça se bascule assez facilement, mais il faut rester quand même un peu attentif avec le mode sport, parce que j'ai l'impression que la réponse à l'accélération est un peu plus brutale. Donc dans les ronds-points, faut pas déconner, sinon la machine pourrait partir et vous faire perdre l'équilibre un petit peu. Au final, le mode street me semble plus raisonnable lorsqu'on veut vraiment rouler normalement, dirons-nous. Et pour la réaccélération, ouais, ça marche vraiment bien ce moteur, hein. Par contre, pour moi qui ne suis pas forcément très grand, au final la bulle elle est gênante parce qu'elle est pile dans mon champ de vision. Et ça déforme complètement ce que je vois. Je suis obligé presque de rester debout afin de bien voir. Et vous ne pouvez pas réellement régler la bulle en roulant. Donc c'est assez vite pénalisant. Au niveau des commodos sur cette machine, on retrouve sur le côté gauche bien sûr tout ce qui gère l'éclairage, ainsi que plusieurs boutons en forme de croix afin de naviguer dans les menus du tableau de bord. Et sur la droite, on a démarreur, coupe-circuit, ainsi que les boutons du régulateur de vitesse. Le tableau de bord, lui, est très complet. On a en gros votre compte-tours, mais il n'y a pas de zone rouge. Ensuite, sur la partie gauche, vous avez un premier écran à cristaux liquides avec les différents modes paramétrables et gérables, justement, avec vos boutons. Et sur la droite, plus classique, un autre écran qui vous indique votre vitesse, le rapport engagé, le mode sélectionné, ainsi que la réserve de carburant et la température du liquide de refroidissement. Et vous avez aussi le mode de suspension qui est actuellement paramétré. Bon, je suis de nouveau en ville et finalement le mode sport est vraiment désagréable lorsqu'on est à faible allure. Donc je me remets tout de suite en mode street. Et oui, instantanément en mode street, c'est beaucoup plus cool sur la première partie de l'accélération et bien plus gérable dans les phases à basse vitesse. Là vous le voyez, j'évolue à faible allure, donc je suis à 25 km/h en deuxième. Voyons si ce moteur a un peu de souplesse. Je passe la 3, donc je suis à 2000 tours en troisième à 30, ça passe. En 4 à 30 à 2000 tours, ça passe encore. En 5 à 40 à 2000 tours, là il veut pas. Donc ce moteur est quand même capable de descendre à 2000 tours avant de réellement nécessiter de changer de rapport. Pour un gros bicylindre en V, je le redis, c'est vraiment pas mal, hein. Allez, de nouveau un petit virage à basse vitesse. Ça se penche assez bien. Après, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de force sur le guidon, sur les repose-pieds, à bouger la machine. Elle ne s'incline pas non plus complètement toute seule, hein. Sur cette moto, on a des pneus relativement fins vu la taille de la machine. On a du 120 en 19 pouces à l'avant et un 170 à l'arrière en 17 pouces. C'est d'ailleurs toujours la même taille sur les modèles actuels en 2021. Allez, j'accélère un peu, je suis en 4e à 70. Et tout de suite, ça part, hein. Il y a vraiment de la patate, hein.
J'arrive maintenant sur un Dodan et je suis en mode confort au niveau de la suspension. Je le prends à 30 km/h. Et oui, c'est très mou, très confortable. Maintenant, je passe en mode street sur les amortisseurs. Je vais essayer de prendre ça à 30 km/h. Ouais, c'est déjà plus ferme. Maintenant, je suis en mode sport. Je rappelle que sur cette machine, donc vous avez suspension avant et arrière complètement réglable électriquement, si vous ne l'avez pas compris, et que c'était justement une des particularités de cette version Super Aventure T. Allez, maintenant, on va essayer de voir ce que ça vaut dans une succession de virages. Je suis en mode street pour l'injection et en mode sport pour les suspensions. Ah, la machine est quand même bien vive, hein. On s'attend pas à ce qu'une machine aussi grosse et imposante fonctionne aussi facilement. Le frein est suffisant, mais c'est vrai que j'adorerais vraiment avoir ce qu'il y a maintenant sur les nouvelles. Le freinage est encore mieux à l'heure actuelle. Et ce qui est toujours bizarre pour moi, c'est qu'on est vraiment très haut sur cette machine, donc ça amoindrit un peu l'impression de vitesse. Je suis obligé de baisser les yeux pour voir à quelle vitesse je roule. Et dans les virages, cette hauteur me donne aussi un peu l'impression de chuter en début d'inclinaison. Allez, je réaccélère un peu. Ouais, ça marche vraiment toujours aussi bien, hein. Au final, en roulant normalement avec cette machine, j'ai pas l'impression d'utiliser le moteur, et c'est ça qui est un peu frustrant. C'est complètement surdimensionné au niveau de la puissance. Et je le redis, dans cette catégorie, et à peu près à la même époque, la machine que je privilégierais, c'est la 1090 Aventure, qui au final avait pour moi un comportement dynamique plus en adéquation avec ce que j'attends d'une machine. C'était coupleuse, rageur, une bonne sonorité, et en même temps un peu moins performant, mais largement suffisant, et surtout beaucoup moins cher. Et ce qui me pénalise sur cette machine, c'est vraiment son côté énorme. Elle est trop grosse, elle est trop haute, elle est trop large, elle est justement, elle est trop pour moi. J'ai pas l'impression d'être sur une machine qui est dimensionnée pour moi. Je retrouve un peu le même genre de sensation que lorsque j'avais testé il y a quelques temps la Multistrada V4S, qui était une excellente machine, mais pareil, bien trop grosse et massive pour moi. Allez, on va faire un petit tour sur l'autoroute, qui est certainement le lieu de prédilection de cette machine. Bon, on s'engage sans difficulté, la visibilité autour de nous est parfaite. Et on peut réaccélérer et dépasser tout le monde. L'avantage de cette machine, c'est qu'on est vraiment très bien protégé, hein. J'ai pas d'air qui arrive sur mon buste, j'en ai un peu sur les bras et sur les mollets, mais tout le reste est parfaitement bien protégé. Actuellement, en roulant à 115 en 6e, je suis à peine 4200 tours, et donc le moteur il s'essouffle pas. Je vais essayer de faire un test de relance, donc j'accélère à fond. Vous voyez que ça part super fort. Donc je le redis, hein, cette moto sur l'autoroute, vous êtes bien protégé, on est confortablement assis. En plus, je le rappelle, la selle est chauffante, ainsi que les poignées. Donc vous pouvez rouler pendant très longtemps sans vous fatiguer. Concernant l'éclairage, cette machine avait déjà quelques aspects modernes avec un peu de LED. Vous avez le feu diurne à l'avant qui est à LED. Les clignotants sont également à LED, ainsi que le feu arrière. Et aujourd'hui, les deux ampoules halogènes qui sont dans le phare avant ont été remplacées par des ampoules LED également. Si vous désirez utiliser cette machine dans un trafic un peu dense, il faut quand même bien faire attention, surtout si vous avez les valises. Car les valises qui étaient vendues en option sont plus larges que votre guidon. Celui-ci est déjà très large et vous pourriez vous faire surprendre à taper des obstacles. D'ailleurs, je rappelle que les supports de bagages étaient d'origine sur cette version T, mais les bagages, eux, ne l'étaient pas. Ils étaient en option.
Allez, faisons une dernière accélération. On a vraiment l'impression que tous les autres sont à l'arrêt quand on essaie de monter un peu dans les tours. Bon, de toute façon les amis, je pense que vous l'aurez compris, hein, cette machine est vraiment très performante, peut-être même trop en fait. C'est qu'en fait on est sur une machine extrêmement confortable, très bien équipée, et en même temps avec un moteur qui vous incite à rouler quand même très très fort, trop fort par rapport à ce qu'on attend en fait d'une machine aussi confortable. Donc ce moteur il est vraiment surdimensionné, hein. Au final, je le redis, pour moi la 1090 était déjà largement assez performante. Maintenant, je vais essayer de me rappeler des derniers aspects de cette version T dont je vous aurais pas encore parlé. Déjà au niveau des rangements, vous avez d'origine un petit compartiment sous la selle passager qui vous permet de mettre quelques outils, un gilet jaune, ce genre de choses. Et bien sûr, si vous voulez réellement transporter des choses, vous serez obligé de passer, comme l'a fait le propriétaire, par l'option valise et top case. On a un petit vide-poche qui est juste ici et qui permet de mettre allez, un portefeuille, peut-être même pas, c'est vraiment ridiculement petit. Et de l'autre côté vous avez une prise 12 volts, ça c'est pratique pour alimenter un dispositif en recharge. Au niveau de la consommation, c'est relativement standard pour une machine de ce poids. On est à environ 6,5 litres en conso moyenne, c'est plutôt pas mal. Et avec ce réservoir de 30 litres, vous avez une bonne autonomie. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a bien sûr aucun problème, la selle est super large, elle est chauffante, vous avez des bonnes poignées pour que le passager se tienne, et si vous avez un top case comme aujourd'hui, ça fera un petit dossier pour le passager, donc aucun problème. À l'heure actuelle, cette machine n'est plus vraiment en vente, du moins plus sous le même nom. On dira que la Super Aventure 1290S modèle 2021 reprend l'essentiel des caractéristiques de cette version T. Mais on n'est pas non plus sur exactement la même chose. Cette version T restant la seule à avoir eu un réservoir de 30 litres par exemple. Cette machine a été distribuée par KTM pendant 3 ans, en 2015. C'est le modèle que je teste aujourd'hui. Ensuite 2016-2017, et il n'y avait quasiment pas de différence sur les millésimes. À l'époque, c'était vendu à peu près 18 000 €. Et d'occasion, un modèle comme j'ai aujourd'hui qui serait en bon état mais avec un kilométrage assez élevé, parce qu'aujourd'hui vous voyez elle a 77 000 km, et ça vaut entre 8 et 10 000, et son prix est vraiment fait en fonction du kilométrage, et c'est rare d'en trouver avec un kilométrage aussi élevé. La plupart du temps vous tombez sur des prix aux alentours des 10 000 € pour une machine qui aurait dans les 30 000 km. Donc au final, si vous êtes intéressé par la 1290 Super Aventure, cette version T est plutôt pas mal, mais il faut vraiment que vous achetiez celle-ci pour son équipement supplémentaire et non pas forcément pour ses performances moteurs, parce que là sinon vous risquez d'être déçu, vu que cette machine est finalement plus lourde et pas forcément plus dynamique qu'un modèle standard. Comme je vous l'ai dit, cette machine a déjà plus de 70 000 km et vous voyez qu'elle fonctionne encore très bien. Par contre, le propriétaire me disait bien sûr qu'elle avait été entretenue impeccablement comme c'est préconisé par le constructeur, et qu'en plus, malgré ça, il avait subi quelques petites pannes parce qu'il a aussi utilisé cette machine en off-road, donc parfois ça l'use un petit peu prématurément. Donc il faut que vous gardiez en tête que c'est une machine qui est quand même relativement coûteuse en entretien. D'ailleurs, si vous êtes le propriétaire d'une de ces machines, que ce soit la version normale, la version T, la version S, la version R, enfin peu importe la version, dites-nous si vous avez eu des problèmes mécaniques, des problèmes au niveau de l'électronique, sur la fiabilité générale de cette machine, car souvent chez KTM on entend un peu tout et son contraire. Mais là vous avez la preuve sous les yeux, oui, on peut faire de forts kilométrages avec ce genre de machine. Je tiens d'ailleurs encore à remercier le propriétaire de cette moto de s'être déplacé jusqu'ici pour me la prêter, c'était super sympa de sa part, et je reprécise que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule, que ce soit moto ou voiture, et que vous aimeriez me voir faire un test de celle-ci, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen.
Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait vu que je sors ce genre de vidéos assez régulièrement. Et puis moi je vous dis à bientôt et surtout, et à tous. Bon, je suis certain que lors de cette vidéo, je vais avoir oublié plein de petites particularités liées à cette version T, mais ne m'en vouillez pas, elle est vraiment suréquipée. D'ailleurs, je me rappelle maintenant que je ne vous ai pas dit que la béquille centrale était fournie d'origine sur ce modèle.